Et voici la vidéo règle d'Alchimiste, un jeu de déduction pour 2 à 4 joueurs à partir de 13-14 ans. C'est un jeu de Mathus Cautery, édité chez Yellow. Au niveau du matériel, on commence tout d'abord par un grand plateau qui va représenter l'université dans laquelle vous allez étudier en tant que jeune alchimiste. Alors attention, le plateau est recto verso, il y a une face pour jouer à 3 joueurs et à 2 joueurs. Ce sera cette face-ci du plateau qu'on utilisera car il y a 3 lignes sur chaque endroit. Si on joue à 2, on n'utilisera que les 2 premières lignes, évidemment, et on ne placera donc pas de pions sur les endroits où il y a un 3 d'indiqué. Et ensuite, si vous jouez à 4 joueurs, par contre, vous utiliserez l'autre face du plateau où il y a 4 lignes sur chaque endroit. Ensuite, vous allez trouver un deuxième plateau qui sera appelé le plateau des théories, et c'est ici qu'on comptera les points que vous allez gagner, les points de réputation au fur et à mesure du jeu. Alors attention, vous allez trouver aussi 5 petites tuiles qu'il vous faudra disposer sur les emplacements correspondants du plateau de jeu en vous référant aux dessins qui sont indiqués dessus. Alors, qui dit alchimiste dit aussi laboratoire secret. Chaque joueur va prendre 3 éléments pour pouvoir fabriquer son laboratoire. Alors, pour ce faire, vous allez prendre cet élément que vous allez plier en 2, et ensuite, vous allez pouvoir l'encastrer dans votre paravent, comme ceci. C'est jamais très simple à faire. Attention aux fausses manipulations. Cloc. Et voilà ce que ça devrait vous donner. Ensuite, vous avez cet élément-là. Alors attention sur les premières parties. Ceci a une petite barre ici qu'il ne faudra pas détacher complètement. Il faut juste la pousser comme ceci pour qu'elle puisse vous faire un chaudron sur lequel vous pourrez poser des cartes plus tard. Et ça s'enclenche comme ceci au-dessus de votre laboratoire. Magnifique. Alors, prévoyez une table assez grande, car il vous faudra mettre votre laboratoire devant vous, de façon à ce que personne ne voit ce qui va se passer à l'intérieur. Chaque joueur va ensuite prendre des éléments qui correspondent à la couleur de son plateau individuel. Alors, nous avons 4 petites cartes comme ceci avec une fiole, nous avons 6 petits cubes, nous avons 2 fioles en plastique comme ceci à notre couleur, et enfin 11 tuiles avec des chiffres 5-5, 3-3-3, et puis ensuite 3 couleurs différentes en 2 exemplaires. Alors, vous pourrez cacher ces petits écussons derrière votre paravent avec vos cartes, et ensuite nous avons un bloc de marque. On va distribuer une feuille de ce bloc à chaque joueur qu'il va pouvoir disposer à coller à son espèce de pyramide des éléments qui se trouve ici, de façon à ce que chaque ligne de couleur se retrouve en face de l'objet correspondant. Chacun reçoit en plus un petit plateau individuel comme ceci. Alors attention, dans le coin ici dessiné à droite, il y a un petit chapeau d'étudiant et de l'autre côté, nous avons un chapeau de maître. Nous allons commencer pour une première partie en simple. Il faudra donc utiliser ce côté-ci du plateau que vous allez donc disposer en dehors de votre paravent de façon à ce que tous les joueurs puissent le voir. Ensuite, vous allez trouver un ensemble de molécules, comme ceci, que vous allez pouvoir disposer non loin du plateau des théories, par exemple ici. Vous avez aussi des jetons pièces d'or, qu'on va disposer sur le côté du plateau de jeu aussi, ainsi que des jetons avec des plus, des moins, qui correspondent un petit peu aux molécules. Ensuite, vous allez trouver 6 tuiles aventuriers qui présentent comme ceci des personnages. On va bien les mélanger face cachée et on va en retirer une au hasard qu'on va remettre dans la boîte et qui ne servira pas pour cette partie. Vous avez aussi comme ceci 2 tuiles conférences. Alors attention, de la même façon que l'autre élément que nous avons déjà vu tout à l'heure, il y a un petit chapeau. On va toujours utiliser le mode apprenti avec le chapeau d'étudiant comme ceci. Et on va disposer sur cet emplacement en bas à gauche du plateau général une tuile d'aventurier face cachée. Ensuite, on va prendre la tuile conférence, celle où il y a un 2 et un 3 de dessiné sur les cartes en bas, et on va la disposer comme ceci dessus cet aventurier. Ensuite, on va mettre 2 tuiles aventurier encore par-dessus. On va mettre la carte conférence supplémentaire où il y a 1 et 2 d'indiqués par-dessus. Et enfin, les 2 dernières tuiles aventurier sur le dessus du paquet en retournant le premier qui sera le premier aventurier disponible. Ensuite, vous allez trouver des cartes artefacts qui ont des dos comme ceci avec en chiffre romain un 1, un 2 et un 3. On va prendre 3 cartes tirées au hasard avec le
chiffre 1 qu'on va placer face visible sur ces 3 emplacements du marché qui sont au milieu du plateau. Ensuite, les autres cartes 1 seront remises dans la boîte et ne seront pas utilisées pour cette partie. On va ensuite tirer 3 cartes numéro 2, 3 cartes numéro 3, et ces cartes, les autres seront remises dans la boîte, et ces cartes-là vont être mises face visible à côté du plateau de jeu pour que les joueurs voient les prochains artefacts qui arriveront lors de la deuxième manche et de la troisième manche. Nous avons ensuite un paquet de cartes faveur avec ce dessin au dos. On le mélangera bien avant de le disposer à côté des artefacts sur le plateau de jeu. Enfin, nous avons une autre pile encore de cartes qui sont là des cartes ingrédients. De la même façon, on va bien les mélanger avant de les disposer à cet endroit-là du plateau de jeu. Et ensuite, il y a un emplacement ici pour 5 cartes. Eh bien, on va révéler les 5 premières cartes de cette pioche qu'on va placer face visible ici. Ensuite, nous avons encore un petit plateau individuel, et effectivement, ça fait beaucoup de matériel, et c'est un plateau qui servira pour la grande exposition qui se déroulera lors de la dernière manche du jeu. Donc pour l'instant, on peut le laisser de côté, on n'en a pas besoin pour les autres manches. Nous avons après un gros jeton comme ceci de premier joueur, qu'on va attribuer au joueur qui est entré en dernier dans un laboratoire, et qui place ce jeton devant lui. Enfin, il doit vous rester une pyramide, des petits jetons ainsi que des petits jetons hexagonaux qui ne seront pas utilisés dans la version que je vais vous présenter. Je vous en reparlerai en fin de vidéo règle. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, vous êtes tous des étudiants alchimistes qui allez tenter de découvrir les molécules correspondant à tous les éléments qu'il y a dans le jeu. Il y a donc 8 éléments différents à découvrir, et chacun de ces éléments va se trouver associé à une molécule particulière. Il va falloir donc essayer de trouver le plus rapidement possible à quel ingrédient correspond quelle molécule, à publier des théories pour pouvoir marquer des points de prestige, car effectivement, en fin de partie, il faudra avoir gagné le plus de prestige pour l'emporter. Alors, attention, avant de débuter, les joueurs vont avoir besoin de 2 choses. Tout d'abord, soit un smartphone, soit une tablette, soit un ordinateur, car effectivement, sur smartphone et tablette, vous avez une application que vous pouvez télécharger. Alors, c'est dans la règle du jeu. Voilà, il suffit de flasher ce code. Je vous le rapproche, si vous voulez, vous pouvez le flasher. Et puis, installer l'application, même sans avoir le jeu. Et puis, donc, vous aurez cette application. Une fois que vous l'avez, hop, vous allez pouvoir la lancer avant de débuter la partie. Voilà, ça se lance comme ceci. Et vous allez donc tomber sur cette page. Sur cette page, vous allez pouvoir faire une nouvelle partie en appuyant ici. En bas, il y a le mode apprenti ou le mode maître. Donc là, je laisse en mode apprenti et je fais nouvelle partie. Lorsque vous faites ceci, vous allez donc tomber sur cette page-là, et en haut, il va y avoir un code que vous pouvez noter quelque part si vous voulez, car effectivement, si jamais votre portable s'éteint quand vous avez besoin de le recharger, ou que vous avez le moindre problème, vous pourrez toujours taper ce code dans la page d'accueil pour retrouver la même configuration, car effectivement, l'application va attribuer au hasard des molécules à chacun des différents éléments du jeu. Il faudra donc pouvoir poursuivre la partie jusqu'au bout, et donc c'est pratique, ça vous donne comme ceci un petit code avec les 4 options que vous pourrez utiliser en cours de partie. Enfin, évidemment, vous aurez besoin de crayons à papier. Je vous conseille des crayons à papier et une gomme, c'est très important. Si jamais vous faites des erreurs sur vos feuilles individuelles, ça sera plus pratique pour pouvoir corriger. Alors, juste avant de commencer la partie proprement dite, chaque joueur va mettre une de ses fioles sur la case 10 du pourtour du plateau de jeu des théories. C'est la réputation qu'on a en début de partie. Ensuite, on va mettre une autre fiole à côté de cette petite échelle qui correspondra à l'ordre de tour. Enfin, chaque joueur va recevoir quelques ressources pour commencer la partie. C'est indiqué sur vos petits plateaux individuels, donc je vous rappelle qu'on l'a mis sur la face avec le petit chapeau d'étudiant. Il y a indiqué 3, et ce symbole-là correspond au symbole des ingrédients, et 2, ce symbole-là correspond au symbole des pièces.
Donc, dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va piocher sur le dessus du paquet de cartes ingrédients, bien 3 cartes ingrédients qu'il va pouvoir prendre dans sa main sans les montrer aux autres joueurs. Ça correspond aux ingrédients sur lesquels il va falloir trouver quelles sont les molécules qui correspondent. En plus de ça, on va donc recevoir 2 pièces de la banque qu'on va pouvoir mettre derrière son paravent. Alors, avant l'explication du déroulement des manches, nous allons essayer de comprendre le principe de base du jeu. Effectivement, l'application ou l'ordinateur va attribuer aléatoirement à chaque symbole du jeu, à chaque élément représenté sur les cartes, une molécule particulière parmi celles qui sont disponibles. Ensuite, au fur et à mesure du jeu, vous allez devoir faire des expériences en mélangeant 2 éléments pour voir qu'est-ce qui va se passer. Effectivement, l'application va vous donner une réponse sous la forme d'un petit jeton comme ça de couleur. Donc là, par exemple, en mélangeant ces deux-là, l'application vous dira « Vous obtenez du plus vert ». Alors pourquoi obtient-on du plus vert? Parce que sur les 2 molécules, c'est le seul petit rond qui se trouve présent en petit et en gros, donc là le vert, il y a un petit vert et un gros vert, et ils ont le même signe, un plus, donc un petit vert plus, un gros vert plus. Effectivement, ça ne marche pas pour le rouge, parce que le rouge, les 2 sont gros, donc ça ne va pas, il doit y avoir un petit et un gros. Et ça ne marche pas non plus pour le bleu, car même s'il y a un gros et un petit, les 2 présentent un signe différent, un moins et un plus. Donc là, l'application vous donnera forcément, si vous mélangez ces 2 éléments, l'élément plus vert. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en déduire? Parce que vous ne connaissez pas en fait ces éléments-là. En sachant qu'en mélangeant ces 2 éléments, on obtient un plus vert, eh bien vous savez qu'il y a forcément un plus vert sur les 2 éléments. Par contre, vous ne savez pas lequel a un petit rond et lequel a un gros rond. Mais la seule chose que vous pouvez déduire pour le moment, c'est que les 2 ont un plus vert. Alors, pour voir si vous avez compris, si on mélange la fougère avec le crapaud, qu'est-ce que vous pensez que l'application va vous donner comme réponse? Je vous laisse un peu réfléchir, il faut que ça soit donc un petit et un gros, et qu'il y ait le même signe dessus. Et bien là, l'application va vous donner la réponse plus bleu, car effectivement, il n'y a que le bleu, où il y a un petit bleu et un gros bleu, avec un plus sur chacun des 2. Pour le rouge, ça ne marche pas, car il y a un moins et un plus, il y a un moins et un plus aussi sur le vert, donc de toute façon, ça peut être que la solution plus bleu. Dernier exemple, que va-t-il se passer si on mélange le crapaud avec le scorpion? Alors là, ça va être assez particulier, car il n'y a aucun élément qui soit du même signe en petit et en gros. Effectivement, là, ça ne marche pas pour le rouge, ça ne marche pas pour le bleu, ça ne marche pas non plus pour le vert. À ce moment-là, on dit que ces 2 éléments sont opposés, et qu'est-ce que va vous dire l'application? Eh bien, elle va vous sortir ce symbole neutre. À chaque fois que vous mélangerez 2 éléments comme ça, vous allez obtenir une potion neutre. Qu'est-ce que ça va vous permettre de déduire si vous obteniez une potion neutre? Eh bien que ce sont 2 éléments, enfin 2 molécules opposées qui ont été mélangées. Mais par contre, vous ne savez rien d'autre pour le moment, sauf si vous avez déjà appris des choses précédemment. L'application ne vous donnera donc à chaque fois qu'un seul symbole, un moins ou un plus dans chacune des couleurs, ou bien un autre. Voilà, c'est les seules réponses que vous aurez à chaque mélange de 2 éléments. Alors, avant de débuter, vous n'allez pas prendre tous les cubes en fonction du nombre de joueurs. Effectivement, c'est uniquement dans le cas où vous allez jouer à 2 que chaque joueur aura 6 cubes d'action à sa disposition. Si vous jouez seulement à 3 joueurs, vous aurez le droit à 5 cubes d'action, et dans le cas où vous jouez à 4 joueurs, vous n'aurez que 4 cubes d'action disponibles. Alors, attention, en plus de ça, lors de la première manche, et ce sera valable quel que soit le nombre de joueurs, vous n'aurez à votre disposition pour la première manche que 3 cubes. Donc les cubes en trop, si vous jouez à 4 là par exemple, vous en aurez 4, donc vous allez en mettre un seul de côté. Il y en aura plus qui seront mis de côté si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs. On les place sur les tuiles aventuriers, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, on n'a que 3 cubes d'action devant soi.
Alors les manches vont ensuite se dérouler toujours de la même manière. Tout d'abord, avec les petites fioles, on va déterminer l'ordre du tour. Effectivement, chaque joueur va pouvoir se placer sur cette échelle pour savoir ensuite dans quel ordre on jouera. Ensuite, suivant l'ordre du tour établi, les joueurs vont pouvoir utiliser leurs cubes pour les placer sur les différentes cases du plateau de jeu par rapport aux actions qu'ils prévoient de faire. Une fois que chaque joueur dans cet ordre de tour aura placé tous ses cubes, on ne fait pas les actions immédiatement, et bien on va résoudre ensuite les cases une par une dans le sens des aiguilles d'une montre à partir d'ici. On commencera donc par résoudre cet endroit-là, et puis ensuite cet endroit, cet endroit, cet endroit, cet endroit, cet endroit, cet endroit, et celui-ci pour terminer. On commence donc la manche par l'ordre de tour. Alors un joueur a reçu cette plaquette en tant que premier joueur, c'est lui qui va être chargé de placer en premier sa petite fiole sur la case de son choix. Plus vous allez jouer votre fiole en haut de cette échelle, et plus vous serez le premier joueur à choisir vos actions, et vous allez voir que ça a une certaine importance. On peut décider de se placer sur la première case pour être sûr d'être premier joueur, mais en revanche, dès que je m'y pose, je vais devoir payer une pièce à la banque. Donc voilà, je paye une pièce pour être sûr d'être premier. Je peux me placer en deuxième, ça ne rapporte rien de spécial, et ensuite, toutes ces autres cases-là vont rapporter différents éléments. Ça peut vous rapporter des éléments de jeu sous la forme de cartes, que vous allez piocher ici, ou ça peut aussi vous rapporter, avec ce petit personnage, des cartes spéciales de faveur. Donc par exemple, si je décide de jouer à cet endroit-là, je vais recevoir une carte ingrédient et une carte faveur, ou bien deux cartes faveur. La dernière case est une case spéciale sur laquelle vous ne pouvez pas vous mettre, ça sera l'effet de certaines potions, nous le verrons plus tard. Donc par exemple, notre premier joueur se dit, bon bah là c'est le début de partie, moi j'ai envie d'avoir beaucoup d'ingrédients, ici ça me permet de recevoir 3 ingrédients, même si je joue pratiquement en dernier, c'est pas grave, ça m'embête pas. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, le deuxième joueur, c'est le joueur vert qui décide, lui, de se dire, bah moi j'ai bien envie d'avoir un élément spécial, plus une carte faveur. Ensuite, le joueur suivant pourrait décider, c'est le bleu, de se placer ici pour recevoir 2 éléments. Et puis le dernier joueur se dit, bon ben moi je joue en dernier, je vais recevoir 2 éléments et une faveur. Ceci étant fait, l'ordre de tour est donc celui-ci pour toute la durée de la manche, et les joueurs vont recevoir ce à quoi ils ont droit. Donc là, le joueur bleu commence et il pioche 2 ingrédients dans la pile des ingrédients qu'il peut ajouter à sa main. Le joueur vert pioche une carte faveur qu'il ajoute dans sa main, ainsi qu'une carte ingrédient, et ainsi de suite. Alors parlons un peu des cartes faveur. Effectivement, celles-ci, lorsque vous les piochez, vont vous permettre de bénéficier de pouvoirs spéciaux, et donc elles sont de différents types. Il y a toujours marqué en italique à quel moment vous aurez le droit de jouer cette carte. Pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant? Car certaines cartes, il y a indiqué à jouer immédiatement. Donc si jamais vous piochez une carte à jouer immédiatement, eh bien immédiatement vous allez la défausser et faire ce qui est indiqué dessus. Donc là par exemple, l'herboriste piochez 3 ingrédients, défausser ensuite 2 ingrédients. Donc ça veut dire que je prends 3 ingrédients dans ma main, et ensuite parmi tous les ingrédients que j'ai à ce moment-là, eh bien je choisis les 2 que je défausse. Ceci étant fait, on passe à la phase de planification. Alors attention, on va la faire dans l'ordre inverse de ce qui a été déterminé, car effectivement, choisir ces actions en premier va donner un indice aux autres joueurs sur ce qu'ils vont pouvoir faire, peut-être pour nous embêter. Voilà comment ça se passe. Donc là, c'est le joueur jaune qui est donc le dernier, et c'est à lui d'utiliser pour ce premier tour ces 3 cubes d'action sur les cases de son choix. Attention, pour la première manche, certaines des actions sont indisponibles. Effectivement, il y a un petit symbole comme ceci avec un 1 et une croix qui indique que cette action n'est pas disponible lors de la première manche. C'est le cas pour celle-ci, celle-ci et celle-ci. Toutes les autres sont disponibles. Alors pour faire une action, il va falloir poser un cube sur une des cases qui correspond à l'ordre de tour qu'on a déterminé. Donc là, notre joueur jaune va forcément jouer sur la dernière ligne des actions qu'il désire jouer.
Alors, rapidement, pour ces actions que nous verrons en détail lors de la résolution, il y a celle-ci qui est la cueillette. Vous pouvez aller ici pour pouvoir récupérer des ressources qui sont visibles ou cachées. Ici, ça va être faire de la transmutation d'éléments en or, ça va être pour gagner des pièces d'or. Ensuite, vous pouvez aller ici voir l'apothicaire pour pouvoir acheter un artefact spécial qui a été placé en début de partie sur ces 3 cases. Vous pouvez aussi tester des potions, car effectivement, il va falloir faire des mélanges en fait d'ingrédients que vous avez en main sous forme de cartes pour pouvoir commencer vos déductions. Vous avez pour cela 2 choix, soit vous allez pouvoir tester une potion sur un étudiant, soit vous allez pouvoir tester une potion sur vous-même, mais à vos risques et périls. Alors, certaines actions sont faisables plusieurs fois, ça dépend du nombre de colonnes. Donc là, le joueur jaune qui commence peut placer, s'il le souhaite, un cube dans cette première colonne, et s'il veut faire 2 fois l'action, il pourra se mettre aussi dans la deuxième colonne, mais toujours sur la même ligne, la dernière, puisqu'il est le dernier joueur de l'ordre de tour. On peut aussi décider de se placer sur ces cases-là. Lorsqu'il y a des cases qui sont groupées, ça voudra dire qu'il faudra utiliser 2 cubes. Donc là, par exemple, le premier cube permettra de faire une fois l'action, et si je veux refaire l'action une deuxième fois, eh bien cette fois-ci, il faudra que je dépense obligatoirement 2 cubes. Donc c'est plus dur de faire 2 fois cette action-là. C'est la même chose pour ici, et c'est la même chose pour les tests de potions, où on peut le faire 2 fois chacun. Mais comme on n'a que 3 cubes, de toute façon, on ne pourra pas faire 4 mélanges de potions. Donc une fois que le joueur jaune a placé tous ses cubes, imaginons qu'il ait décidé de les placer ici, et bien on passe au tour du joueur rouge qui lui se mettra forcément sur la deuxième ligne des endroits qu'il choisit, le troisième joueur se mettra sur la troisième ligne, et enfin le dernier, le joueur bleu, se mettra sur la dernière case la plus haute, il fera ses actions en premier. Donc là par exemple, pour la récolte, eh bien elle se fera dans ce sens-là. On fera tous d'abord la première action et ensuite la deuxième action. Donc vous voyez que jouer en dernier, c'est intéressant, car si je me place ici, je serai le premier à choisir des cartes, et les autres, le quatrième, il aura peut-être du mal à choisir ce qui l'intéresse. Donc voilà pourquoi jouer en premier, c'est quand même intéressant. Et bien là, notre joueur décide par exemple plutôt de faire ceci. Allez hop. On passe ensuite à la résolution, dans le sens des aiguilles du montre, donc on descend, hop, on arrive à la cueillette. Alors le premier joueur, c'est le joueur bleu, c'est donc lui qui va se servir en premier. Il peut récupérer une ressource de son choix ici, ou bien, si rien ne l'intéresse, piocher une carte face cachée sur le dessus du paquet. Il regarde évidemment ses cartes et il essaye de prendre ce qui l'intéresse. Imaginons qu'il ait envie de prendre du scorpion, parce qu'il n'en a pas, par exemple. On passe donc au deuxième joueur, le joueur vert, qui lui aussi choisit une ressource, au joueur rouge qui choisit une ressource, donc là il se dit je vais plutôt prendre un crapaud car il reste encore 2 comme ça. Et donc on passe au joueur jaune qui prend ce qu'il veut, donc imaginons que ça ne l'intéresse pas car il a déjà des fougères, il pourrait décider de piocher une carte sur le dessus de ce paquet. Et une fois la ligne finie, on passe à la deuxième, donc là c'est à nouveau au joueur vert de rechoisir une deuxième fois. Lui il se dit, bon allez, moi je prends une fougère, ça m'intéresse. Ensuite, on passe à la transmutation, et bien pareil, dans l'ordre de la première colonne et ensuite de la deuxième colonne, chaque joueur peut choisir de prendre une carte de sa main, il choisit évidemment l'ingrédient qu'il souhaite, sans la montrer aux autres joueurs, et il va défausser cet ingrédient sur une pile de défausse qu'on fera à côté du jeu, et en échange, il reçoit tout simplement une pièce. Alors attention, si on a choisi la deuxième colonne en plaçant 2 cubes ici, eh bien on ne pourra donner qu'un seul ingrédient pour recevoir une autre pièce. Donc au maximum, on peut faire 2 pièces avec cette action-là, mais par contre ça coûte des ingrédients, et c'est dommage car on va en avoir besoin pour faire nos expériences. Ensuite, l'action suivante n'est pas disponible au premier tour, donc on passe directement à celle-ci, qui est d'acquérir un artefact. Alors c'est très simple, en haut à gauche de chaque artefact qu'on a tiré, il y a un chiffre qui indique combien de pièces il va falloir payer pour pouvoir recevoir l'artefact en question. Chacun de ces artefacts va nous permettre de recevoir une capacité spéciale. Évidemment, comme elles sont visibles en début de partie, on peut les lire à tout le monde pour voir ce qui est intéressant de faire
faire ou pas. En début de partie, chaque joueur avait reçu seulement 2 pièces, donc là au minimum c'est 3 pièces, donc notre joueur rouge, c'est pour ça qu'il s'était placé ici pour donner un ingrédient et recevoir une pièce, ce qui fait qu'il en a donc désormais 3 en main. Voilà comment est-ce qu'on anticipe. Et ensuite, comme il se trouve ici tout seul à la boutique, c'est lui qui est le premier à se servir, il paye donc 3 à la banque et il récupère un des artefacts qui l'intéresse et qui coûte 3, donc par exemple le périscope, qu'il va pouvoir donc prendre en main. Alors, pas tout à fait en main, car on va en fait les poser face visible devant soi, de façon à ce que tout le monde voit ce qu'on a comme capacité spéciale d'artefacts. Donc là, j'ai un périscope, attention, en haut à droite, il y a aussi un chiffre qui va indiquer le nombre de points que je vais gagner en fin de partie en termes de prestige. Effectivement, on peut acquérir du prestige en achetant des bons artefacts. Là, par exemple, le périscope, immédiatement après qu'un confrère a vendu ou testé une potion, vous pouvez prendre connaissance de l'un de ces ingrédients utilisés, choisis au hasard. Attention, une seule utilisation par manche, mais par contre, vous pourrez l'utiliser 6 fois au cours de la partie si vous l'achetez au premier tour comme ceci. Alors, les 2 prochaines cases actions, réfuter une théorie ou publier une théorie, ne sont pas disponibles lors de la première manche. On passe donc directement aux 2 dernières, qui va être enfin de passer aux choses sérieuses en faisant des mélanges d'ingrédients. On commence donc par la première colonne, ici c'est le joueur bleu qui va pouvoir tester sa potion sur l'étudiant qu'il a trouvé. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple, le joueur en question va regarder ses cartes et il va choisir les 2 ingrédients qu'il veut mélanger. Ici, comme j'ai 2 plumes de corbeau, par exemple, je pourrais décider au moins de mettre une plume de corbeau et de le mélanger en la plaçant dans mon chaudron qui se trouve au milieu de mon laboratoire. Ensuite, à côté, eh bien, je vais placer aussi un autre symbole, donc par exemple le scorpion que je vais placer comme ceci à côté. Ceci étant fait, je vais prendre mon application et je vais sélectionner, évidemment, tester sur un étudiant. Donc cette case-là, hop, j'appuie dessus. Voilà, ça marche. Et vous avez donc la caméra qui va se déclencher. Il va donc plus vous rester qu'à scanner, en fait, vos 2 cartes. Et voilà, c'est magique, l'application les reconnaît automatiquement. Elle vous entoure, en fait, les symboles qu'il y a sur les 2 cartes, et elle vous indique ces 2 cartes. Maintenant, il vous reste à confirmer si c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. J'appuie donc sur confirmer, bien sûr en ne montrant le téléphone à personne, hein. Personne ne doit savoir quels ingrédients j'ai utilisés. Et voilà ce qu'il y a marqué. Elle va me donner quel est le résultat. Donc j'ai obtenu du moins bleu. Je sais donc que ces 2 éléments ont forcément un moins bleu, un petit et un gros. Et ensuite, il y a marqué aussi en dessous, les actions suivantes coûtent 1 or. Alors pourquoi? Car l'étudiant, quand on va obtenir une potion négative avec un symbole moins, eh bien il va tomber malade, le pauvre. Malheureusement, c'est sur mon expérience. Moi, comme j'étais le premier joueur, il n'y a pas de problème pour moi, mais par contre, les autres joueurs qui vont vouloir tester sur ce même étudiant, ben malheureusement, ils vont devoir payer 1 or pour pouvoir tester leur potion. Alors ensuite, je peux montrer ceci à tout le monde, et je dois même le faire. Vous voyez, moi, j'ai obtenu une potion négative bleue. Ensuite, je vais pouvoir noter sur ma feuille qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, grâce à cette pyramide, je vais pouvoir regarder au croisement de la plume et du scorpion, et noter avec un petit jeton que je prends dans la réserve générale quel est mon résultat. Donc là, comme j'ai obtenu du moins bleu, hop, je peux le coller ici, et comme ça, maintenant, je sais qu'à chaque fois que je mélangerai un scorpion et une plume de corbeau, j'obtiendrai une potion négative bleue. Ceci étant fait, je vais prendre un autre jeton négatif bleu que je vais pouvoir installer sur mon petit plateau individuel à la vue de tout le monde. Maintenant, tout le monde sait que je sais au moins faire une potion négative bleue. On ne sait pas avec quels ingrédients, car je vais récupérer mes 2 cartes ingrédients qui malheureusement vont avoir été utilisées dans la potion et je vais les défausser face cachée dans la pile de défausse des ingrédients qu'on a mis à côté du plateau de jeu. Et maintenant, je vais pouvoir faire secrètement des déductions sur ma feuille. Effectivement, en dessous de chacun des ingrédients du jeu, il y a toutes les molécules de représenter. Je sais que chaque molécule n'est associée qu'à un seul élément, et donc si je parviens à trouver l'élément
la molécule complète qui correspond à cet élément, eh bien je pourrais rayer toutes les autres cases qui se trouvent à droite et à gauche, car ça ne peut être aucun autre élément qui a la même molécule. De la même façon, si j'en trouve un, eh bien je peux aussi rayer toutes les autres cases de la colonne, car une fois que j'ai trouvé la molécule, il n'y a qu'une seule molécule qui correspond à qu'un seul élément. Donc là, pour l'instant, je sais que j'ai du moins bleu avec mon scorpion. Qu'est-ce que je peux donc faire? Eh bien, je vais pouvoir déjà enlever pour le scorpion toutes les cases où il y a un plus bleu. Ça n'est pas possible, car là, pour obtenir ceci, ça veut dire que sur une des molécules, il y a un petit moins bleu, et sur l'autre molécule, il y a un gros moins bleu. Donc déjà c'est forcément du moins, donc je peux déjà enlever tous les plus. Donc là ça peut pas être celui-ci, ça peut pas être du plus bleu là, ça peut pas être du plus bleu là, et ça ne peut pas être du plus bleu là. Et c'est la même chose pour la plume évidemment. Donc je peux aussi cocher paf 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 ces cases-là, et ça me donne déjà un premier aperçu de qu'est-ce que peuvent être les molécules correspondantes à ces éléments. Ceci étant fait, on passe au deuxième joueur, le joueur vert, qui peut lui aussi faire une expérience sur l'étudiant. Mais malheureusement, comme j'ai obtenu du moins, eh bien celui-ci va devoir payer une pièce à la banque s'il désire faire son expérience. Alors deux choix sont possibles, soit il a cette pièce et il désire la jouer, à ce moment-là il la paye et il fait son expérience de la même façon que celle que je viens de faire, soit il décide de ne pas faire l'expérience car il n'a pas de pièce ou il ne veut pas payer l'étudiant. Il est toujours possible de ne pas faire une action. Mais si on décide de ne pas faire une action, à ce moment-là, on va prendre son cube et on va le disposer sur cette petite case avec un petit bonhomme qui fait la tête, qui veut dire qu'on n'a pas réussi à faire une action avec un des cubes joués pendant le jeu. On passe alors au dernier joueur ici, le joueur jaune, qui lui décide par exemple de payer et puis de faire son expérience. Il nous annonce à tous le résultat, donc par exemple là, moi j'obtiens du plus bleu, il nous montre le téléphone avec son plus bleu. Il se met un plus bleu devant lui, maintenant on sait qu'il peut faire la potion plus bleu. Mais par contre, on ne sait pas quel élément il a utilisé, à moins d'avoir une carte spéciale, car effectivement, si je le périscope, qu'on a vu tout à l'heure, eh bien je pourrais regarder en tirant au hasard une de ces deux cartes, et ça me donnera un petit élément, une petite information supplémentaire sur le jeu de ce joueur. La première colonne étant terminée, on repasse à la deuxième colonne. Je suis encore en première position, donc je peux à nouveau tester une nouvelle potion, mais toujours pareil, ça me coûte 1 aussi. Alors attention, c'est pas cumulatif, c'est-à-dire que dès qu'on a eu du moins sur l'étudiant, toutes les autres expériences de cette manche-là coûteront juste une pièce. Alors, continuons mes expériences. Cette fois-ci, je décide d'essayer la plume encore, car j'en avais une deuxième en main, comme ça va peut-être me donner plus d'informations sur la plume, et puis par exemple, je pourrais décider de la mélanger avec ceci. Hop, je reprends le portable, paf, je refais essayer et tester sur un étudiant. Et puis, je scanne, tac tac, c'est bien ça, je confirme, voyons voir ce qui va se passer. Oh, du plus vert. Donc, je montre à tout le monde, j'ai réussi à obtenir du plus vert. Je mets donc à la limite, au croisement des chemins, tac, tac, donc c'est ici que je peux installer mon plus vert. Je mets évidemment un plus vert aussi sur ma petite feuille individuelle pour montrer que je sais faire cette potion. Et puis, je peux faire mes déductions. Donc, comme c'est du plus vert, je peux enlever tous les moins verts. Donc là, paf, je peux enlever ça, je peux enlever ça, je peux enlever ça, je peux enlever ça. La même façon en face, donc là, je savais déjà pour la plume, mais ça me permet de cocher des cases supplémentaires un petit peu, voilà, celle-ci et celle-là. Et petit à petit, les déductions s'affinent. Effectivement, maintenant, avec mes deux expériences sur la plume, eh bien, je n'ai plus que 2 cases de libre. Donc la plume, ça ne peut plus être que ceci ou que cela. Donc voilà, petit à petit, on commence à en apprendre. Alors, vous comprenez donc que se placer sur l'étudiant, ça peut coûter des sous. Effectivement, si vous avez choisi de faire 2 fois l'action, il y a des chances que la deuxième fois, eh bien, vous deviez payer. Donc, pour ne pas payer, si vous n'avez pas de sous, eh bien, vous aurez pu choisir de tester directement la potion sur vous-même en vous plaçant ici. C'est le cas ici pour le joueur jaune. Mais attention, c'est à vos risques et périls. Effectivement, si vous obtenez un résultat plus, il n'y aura pas de problème. En revanche, si vous obtenez un des résultats moins, eh bien malheureusement, vous devrez en subir les conséquences.
Alors, quand vous le faites sur vous-même, vous allez choisir boire une potion et non pas tester sur un étudiant. De la même façon, ça marche pareil, hop, on scanne les éléments. Alors des fois, il faut un petit peu s'ajuster pour que ça fonctionne. Il a du mal à reconnaître la fleur bleue. Peut-être pas trop bouger. Hop, c'est bon, il a trouvé. Ensuite, j'appuie sur confirmer. Et aïe, j'ai obtenu du moins. Alors, lorsqu'on obtient du moins, eh bien malheureusement, il y aura sûrement une pénalité qui sera indiquée aussi sur le téléphone. Là, malheureusement, je montre à tout le monde de ce que j'ai. Ah là là, j'ai bu un truc empoisonné. Et ce symbole correspond à ce qui est indiqué ici sur l'ordre de tour. Dès que je bois une potion empoisonnée, bien malheureusement, je vais prendre mon marqueur, là c'était le joueur jaune, et je vais le placer ici, ce qui voudra dire qu'au tour suivant, je serai obligé de jouer en dernier. Pour compensation, je recevrai quand même une carte faveur et une carte ingrédient, mais malheureusement, je suis bloqué pour le tour suivant. Si j'avais obtenu un moins rouge, malheureusement, j'aurais dû prendre le cube qui m'a servi à faire l'action et le placer ici à l'hôpital. Enfin, si jamais j'avais obtenu un moins bleu, et bien là, quand c'est un pouce vers le bas, ça correspond à ma réputation. Effectivement, j'ai bu la potion qui m'a rendu à moitié fou, j'ai couru tout nu quelque part dans l'université, malheureusement, ma réputation en prend un coup, et malheureusement, je vais reculer sur le pourtour du plateau de jeu, ma réputation n'est par exemple plus qu'à 9. Et une fois les joueurs ayant fini leurs dernières actions, eh bien on passe à la fin du jeu, qui est représenté en symbole par ce petit cartouche. Alors premièrement, les joueurs qui ont publié une théorie gagneront de la réputation. Mais là, ce n'est pas le cas, lors du premier tour, de toute façon, il était interdit de publier. Ensuite, ceci correspond aux cubes qui sont présents à cet endroit-là. Je vous rappelle qu'on a placé nos cubes ici, si jamais on n'a pas réussi à faire l'action où on avait placé le cube. À chaque fois qu'on renonce à une action, ou bien qu'on ne peut pas la réaliser, à ce moment-là, on place son cube ici. On vérifie si un joueur a 2 cubes à cet endroit-là. Là, ce n'est pas le cas, par exemple, le joueur vert n'a qu'un seul cube, il ne gagne donc rien de spécial. Par contre, si un joueur a dû déposer au minimum 2 points sur cet endroit-là, eh bien il va recevoir une carte faveur tirée sur le dessus du paquet de cartes faveur, ce qui lui permettra peut-être d'avoir un petit bonus compensant le fait qu'il n'a pas fait 2 actions pendant la manche. Enfin, ici, nous avons les pions qui éventuellement ont été placés à l'hôpital parce que les joueurs ont bu une mauvaise potion. Eh bien, ces pions-là vont être passés sur l'endroit du raté. Donc, hop, on les décale et on les place ici. Les joueurs qui avaient déjà des pions ici vont par contre les récupérer pour la manche suivante. Mais par contre, le joueur qui était à l'hôpital et qui place éventuellement un ou plusieurs cubes à cet endroit-là n'aura pas ces cubes d'action de disponibles pour la manche suivante. Donc, c'est très pénalisant. Enfin, le dernier petit symbole indique qu'un aventurier se présente aux portes de l'université. Alors, l'aventurier, c'est le personnage qu'on a placé ici sur la pile des aventuriers. Donc déjà, chaque joueur va pouvoir récupérer son cube. Effectivement, lors de la première manche, chacun n'avait que 3 cubes à disposition. Là, tout le monde récupère les cubes qui ont été placés ici en début de partie, et ensuite cet aventurier se présente, et donc cet aventurier va rechercher des potions en particulier. Celui-ci a envie d'avoir une potion négative verte, une potion négative bleue, et une potion positive rouge. Les joueurs, lors de cette manche, vont pouvoir maintenant proposer leur service à cet aventurier s'ils savent faire ces potions. Mais pour le moment, chaque joueur récupère donc tous les cubes qu'il avait placés sur le plateau de jeu, plus les autres cubes, puisque à partir de cette deuxième manche, les joueurs auront la totalité des cubes qui leur a été attribués en début de partie, d'utilisables jusqu'à la fin de la partie. Ensuite, on va pouvoir enlever toutes les éventuelles cartes qui restent dans la forêt, elles seront défaussées avec les autres cartes de défausse, et on va en tirer des nouvelles qu'on va placer dans la forêt avant qu'on choisisse l'ordre du tour. Ceci étant fait, on enlève les petites fioles qui sont ici, on passe le jeton de premier joueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et c'est celui-ci qui va être le premier à choisir où il place sa petite fiole. Alors attention, nous avions vu qu'un joueur
par exemple, avait bu une mauvaise potion et s'était donc placé ici, lui ne reprend pas sa fiole, il jouera forcément en dernier. Les autres se placent par contre sur les cases de leur choix. Alors, toutes les précédentes actions sont toujours disponibles maintenant jusqu'à la fin du jeu, mais attention, il y en a donc certaines qui deviennent disponibles maintenant. Parlons plus en détail donc de la vente de potions aux aventuriers. Eh bien, les joueurs peuvent décider de se placer sur ces cases-là, mais ça leur nécessitera deux cubes d'action pour pouvoir tenter de vendre une potion à l'aventurier. Et pour pouvoir vendre cette potion, il faudra avoir évidemment les ingrédients correspondants, puisqu'on effectuera aussi un mélange, comme lorsqu'on teste sur un étudiant ou qu'on teste sur soi-même. Alors, imaginons que nous soyons à la phase de résolution. Lors de la phase de résolution, attention, on ne pourra déjà vendre à l'aventurier que les potions qu'il demande. Donc là, il demande une moins verte, une moins bleue, une plus rouge. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vendre 4 potions. Donc si les 4 joueurs se sont positionnés ici, malheureusement, un d'entre eux ne pourra pas vendre sa potion. Mais attention, on ne va pas forcément jouer dans l'ordre du tour, car effectivement, si les 4 s'étaient placés, c'est forcément le dernier qui n'aurait pas pu vendre. Heureusement, il va être possible d'offrir des réductions qui vont changer l'ordre de tour. Alors, premièrement, pour vendre, on va devoir choisir, lorsque ce sera un joueur, quelle potion on a envie de vendre à l'aventurier. Une fois qu'on aura sélectionné la potion en question, on va dire si on va bien la réussir ou pas. On offre une garantie, c'est-à-dire que soit vous allez être sûr de réussir exactement la potion recherchée, donc par exemple si je propose du plus rouge, je suis sûr de réussir à la faire, je demanderai 4 sous pour cette potion. Je peux aussi me dire, bon, je suis pas sûr exactement de pouvoir faire cette potion, par contre, je peux vous garantir qu'elle sera plus ou qu'elle sera moins, donc la couleur ne comptera pas. Vous pouvez donc réussir à faire le signe positif ou négatif, et à ce moment-là, l'aventurier vous paiera 3 la potion. Vous pouvez aussi lui offrir une potion neutre. Alors, c'est une potion qui ne risque rien pour l'aventurier, vous pouvez lui garantir qu'il n'y a pas de problème. Il ne risque rien, ça s'appelle de l'homéopathie, c'est un nouveau truc. Et donc, on peut se placer ici, et si vous arrivez à faire une potion neutre, à ce moment-là, vous recevrez 2 sous pour cette potion. Enfin, vous pouvez ne rien garantir du tout à l'aventurier, de lui dire, bah, je vais vous faire une potion, mais bon, je suis pas sûr du tout que ça corresponde, et à ce moment-là, vous allez seulement me payer 1 pour une potion de n'importe quel type, mais qui vous permettra à vous de faire peut-être une petite déduction. Alors attention, comme justement le premier joueur à pouvoir vendre une potion va pouvoir choisir quelle potion il va vendre à l'aventurier, eh bien nous allons prendre les petites cartes qui nous ont été distribuées en début de partie pour éventuellement proposer une réduction sur la potion que l'on va faire. Effectivement, ces cartes-là indiquent en chiffres, sur les pièces, la réduction que vous offrez à l'aventurier pour la potion que vous allez lui faire. Donc, est-ce que vous proposez 0, est-ce que vous proposez -1, -2 ou -3 sur le prix? Alors attention, quand vous proposez une réduction, il faudra cependant ensuite choisir une potion qui fait que le total n'arrive pas à 0. Donc par exemple, si je propose -3 de réduction, je serai obligé de lui proposer une potion parfaite. Je n'aurai pas le droit de choisir une potion valable uniquement pour le signe positif ou négatif, parce que sinon ça fera 3 - 3, 0. Donc 0, on n'a pas le droit. Voilà, donc en fonction de ce que vous prévoyez de faire, chaque joueur va donc prendre ses cartes, enfin tous ceux qui proposent une potion pour ce tour-là, et ils vont choisir leur carte et la poser face cachée, on va attendre que tout le monde ait choisi la sienne. Lorsque c'est fait, hop, on les retourne tous en même temps, et on voit s'il y a un changement sur l'ordre de tour actuel. Effectivement, on va d'abord s'occuper des joueurs qui ont proposé la plus grosse réduction, et ce seront eux qui joueront en premier. Donc ici, par exemple, nous avons le joueur jaune et le joueur rouge qui ont envie d'être les premiers à offrir leur service à l'aventurier, qui ont décidé d'offrir une réduction de -1, alors que le joueur bleu qui est en tête, lui s'en fiche et a dit ben, « moi je donne 0 de réduction ». Donc à ce moment-là, comme ces deux joueurs à égalité ont décidé de faire une réduction, eh bien ils vont jouer avant le joueur bleu. Donc le joueur bleu va se retrouver dernier, ceux-ci on va pouvoir les monter, et eux comme ils sont à égalité, par contre leur ordre de tour ne change pas, comme le rouge était avant le jaune, eh bien ça va rester comme ça. Et ce sera donc le bleu qui jouera en dernier.
On commence alors par le joueur rouge qui va sélectionner la potion qu'il va réaliser pour l'aventurier. Alors moi, je vais vous faire votre potion bleue négative, et donc on place le petit cube en dessous. Plus personne ne pourra vendre cette potion à l'aventurier sur les joueurs suivants. Donc voilà, ça bloque les cases, voilà pourquoi il est intéressant de se retrouver premier pour choisir sa potion en particulier. Et ensuite, je vais choisir le niveau de garantie que j'offre à l'aventurier. Donc là, imaginons que j'ai choisi d'être premier parce que je sais faire cette potion et que j'ai les cartes en main pour la faire. À ce moment-là, je peux dire, bon ben moi, je réalise une potion parfaite. En revanche, comme j'ai joué à -1, eh bien si je réussis bien à faire cette potion, je serai payé seulement 3 par l'aventurier. Je prends alors mon smartphone et je vais choisir l'option « Se vendre une potion ». Donc c'est ici, toc. Et comment ça se passe? Eh bien là, on va choisir la potion à vendre. Donc là, on peut montrer à tout le monde en fait la sélection que l'on va faire. Donc on met le smartphone face visible. Et là, j'ai dit à l'aventurier que j'arrivais à lui faire une potion moins bleue. Je la sélectionne donc. Et une fois qu'elle est sélectionnée, eh bien j'ai plus qu'à me mettre derrière mon paravent, cette fois-ci secrètement, car je ne montre pas aux autres joueurs ce que je fais comme mélange. Hop. Ah, essaye de ne pas trop bouger pour qu'ils les reconnaissent. Voilà, donc c'est bien ça. Hop, je confirme. Et là, ça va me dire quel niveau j'ai réussi à faire comme potion. Je peux alors montrer le résultat à tous les joueurs. J'ai bien fait la potion moins bleue, c'est indiqué en dessous sur l'application avec les petites pièces, ce qui veut dire que je suis payé pour un niveau de 4. Là, comme par contre j'avais offert une réduction, et bien à ce moment-là, je prends 3 dans la banque, puisque j'ai réussi à faire ma potion, et je les prends. Si par contre j'avais obtenu un autre symbole qui est dessiné ici, c'est-à-dire un symbole plus-moins sur du blanc, un symbole potion neutre ou un symbole de potion raté, eh bien malheureusement je n'aurais pas du tout été payé par l'aventurier. Il faut donc être sûr de soi par rapport au niveau où on se place. Ensuite, on passe au tour du joueur jaune. De la même façon, il va sélectionner sa potion, mais il ne peut plus sélectionner qu'une des potions disponibles. Donc là, la plus rouge ou la moins verte. Espérons qu'il sache le faire. Si jamais il avait vraiment envie de faire la moins bleue et qu'il ne se sent pas de tenter une autre des potions, eh bien à ce moment-là, on a le droit aussi de dire, ben moi je ne fais pas l'action, et à ce moment-là, ces deux petits cubes iront sur l'emplacement spécifique que nous avons déjà vu, avec le petit visage qui fait la tête, et qui nous permettra de recevoir une carte faveur à la fin de la manche. Mais là, imaginons que j'ai envie de réussir, à ce moment-là, allez, moi je crois que je vais réussir à faire la plus rouge, et à ce moment-là, je sélectionne mon niveau. Alors attention, si ici c'est bloqué par rapport aux potions, le niveau n'est cependant pas bloqué, je peux donc aussi proposer une garantie de 4, ou proposer une autre garantie. Alors, si jamais un joueur propose une garantie inférieure, donc par exemple ici, il dit juste le signe, mais qu'il obtient en fait malgré tout une potion parfaite, eh bien malheureusement, il ne sera pas payé 4, il ne sera payé qu'au niveau de garantie qu'il a prévu. En revanche, s'il ne réussit pas et que le symbole est un symbole qui est inférieur, eh bien il ne sera pas payé du tout. Alors, quel que soit le résultat, même si on rate sa potion, eh bien, le cube placé ici bloquera quand même l'achat de l'aventurier. Donc là, si je ne réussis pas à faire la potion demandée au niveau que j'ai demandé, eh bien, tant pis, le joueur bleu n'a plus le choix que de vendre la potion verte. Et vous comprenez que si nous étions 4, le 4e joueur, eh bien, n'aurait absolument pas pu vendre de potion, il aurait été obligé de défausser ses cubes sur la case des cubes défaussés qui n'ont servi à faire aucune action. Alors, les premiers joueurs, imaginons qu'ils aient réussi, car ils ont fait des potions qu'ils savaient déjà faire avec des ingrédients qu'ils connaissaient déjà. Mais à ce moment-là, il aura fallu récupérer, évidemment, à nouveau des cartes d'ingrédients. Donc c'est pas si facile de refaire la même potion, car il faut les mêmes ingrédients que ceux que vous avez déjà utilisés lors de vos tests. Mais il y a aussi la possibilité, évidemment, de tenter quelque chose au hasard. Imaginons que le joueur bleu ne sache pas faire cette potion, eh ben tant pis, il va la tenter, et puis du coup, comme il ne sait absolument pas, eh bien il peut parier là-dessus en se disant, bon ben tant pis, je recevrai au moins une pièce, mais je sais pas du tout ce que je vais obtenir.
Le résultat que l'application va vous donner va donc être un de ces symboles, et ces symboles vont vous permettre éventuellement de faire des déductions. Si vous obtenez celui-ci, c'est-à-dire que vous avez réussi la potion parfaite, donc vous allez pouvoir mettre sur votre petit tableau récapitulatif, eh bien, le moins vert au croisement des deux ingrédients que vous avez utilisés, puis ça vous donne une information parfaite. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que même si je me suis mis là, paf, et que j'obtiens ceci, je ne serai payé que 1, mais par contre, je connais une information, mais là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Si par contre, je tombe sur ce symbole-là, ça veut dire que c'est le plus ou le moins qui sont bons. En l'occurrence, ici, pour notre joueur bleu qui a dit qu'il faisait du moins vert, eh bien, il va pouvoir placer le moins, un petit moins blanc, comme ceci, il en existe aussi dans les jetons, sur l'emplacement des deux ingrédients que j'ai mis, et ça me donne juste l'information que le mélange de ces deux ingrédients me donne du moins. Mais par contre, je ne connais pas la couleur. Si j'obtiens ceci, c'est que j'ai obtenu une potion neutre, donc là, par contre, je peux mettre un petit jeton potion neutre au croisement des deux éléments, et enfin, si j'obtiens ceci, eh bien, je sais que ça ne correspond à rien du tout, c'est-à-dire c'est ni du vert, ni du moins. J'en tire donc quand même des conclusions, c'est-à-dire que la potion va forcément, enfin le résultat va forcément être bleu ou rouge, et que le signe sera forcément positif. Donc il y a des petits jetons comme ceci bicolores, donc là par exemple plus rouge et bleu, que je peux placer au croisement de mes deux éléments, ça me donne une information partielle. Alors, attention aussi, vendre des potions neutres ou vendre des potions qu'on ne sait pas ce que c'est du tout aux aventuriers, se placer sur ces deux cases-là, eh bien ça va vous rapporter peu d'argent, et en plus de ça, malheureusement, ça va nuire un peu à votre réputation. Et effectivement, être un alchimiste qui vend des potions dont il ne sait pas ce que c'est, eh bien c'est pas terrible. Donc si vous avez choisi de vous placer là ou là, vous serez peut-être éventuellement payé si vous avez réussi, mais en revanche, vous allez perdre un point de réputation sur le plateau général. Alors parlons maintenant un peu justement de cette réputation qui va de 1 jusqu'à 50. Nous avons vu qu'en début de partie, on commence déjà avec 10 points de réputation. Donc justement, à chaque fois qu'on va perdre de la réputation, eh bien on risque de baisser. Et peut-être qu'à un moment, on passera cette barre fatidique qui est dessinée sur le plateau. Si effectivement vous avez moins de 7 points de réputation, eh bien à ce moment-là, des petites pénalités vont s'appliquer. Alors effectivement, comme votre réputation est déplorable, eh bien les aventuriers vont vous payer à partir de ce moment toutes vos potions moins une pièce. Donc il faudra... alors par contre, ce n'est pas une réduction qui est offerte, donc ça ne vous permet pas de changer l'ordre du tour, mais si par exemple vous réalisez une potion avec le bon signe qui vous rapporte 3 pièces, eh bien l'aventurier ne vous la paiera que 2. Plus éventuellement les réductions que vous-même avez offertes, donc c'est pas terrible. En revanche, votre réputation étant déjà très basse, eh bien vous ne risquez plus rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous devriez perdre un point ou plusieurs points de réputation, eh bien en fait, vous en gagnez un. Donc par exemple, si je dois perdre 2 points de réputation, ben, je ne perds qu'un point de réputation. Si je dois perdre un point de réputation, ben, j'en perds pas en fait. Voilà. Donc vous ne pouvez pas descendre beaucoup plus bas. Alors, comment gagne-t-on de la réputation, puisqu'en fait, c'est ça le but principal du jeu. Nous avons vu qu'on peut acquérir des cartes artefacts qui vous rapporteront des points de réputation, mais qui ne seront comptabilisés qu'en fin de partie. Pour avancer sur le plateau général en cours de partie, il va falloir réussir à publier des théories sur les molécules correspondantes aux différents éléments du jeu, ou réfuter les théories des autres joueurs. Alors, lors de la deuxième manche du jeu, vous n'allez pas vous placer sur les réfutés des théories, car effectivement, il n'y a pas encore de théories de publier. Il faudra donc d'abord publier des théories, et comme publier des théories se trouve après la case réfuter des théories, vous allez être obligé d'abord de vous placer là, éventuellement lors de la deuxième manche, et ce n'est qu'à partir de la troisième manche que vous commencerez peut-être à invalider les théories de vos adversaires. Alors, attention, pour publier, il vous faudra payer. Effectivement, ça coûte de l'argent de publier des théories, donc il faudra anticiper sur le tour pour avoir au minimum une pièce si vous publiez une théorie, ou bien 2 pièces si vous voulez publier 2 théories. Dans la même manche, publier une théorie coûte 1 cube d'action, mais publier une deuxième théorie coûte 2 cubes d'action supplémentaires, donc 3 au total.
Alors, publier une théorie, ça va tout simplement être de choisir la molécule correspondante à un des éléments du jeu, et puis de placer cette molécule dessus en disant « moi je suis sûr que c'est ça ». Et à côté, vous allez mettre un petit jeton spécial de pari sur cette affirmation en disant voilà, combien vous êtes sûr de votre théorie. Alors l'idéal pour publier une théorie, c'est bien sûr d'avoir réussi à cocher des cases sur son plateau de jeu et être sûr de soi en ayant attribué une molécule à un élément dessiné sur le jeu. Il n'y a pas besoin d'avoir de carte des objets en particulier pour publier. Publier, c'est gratuit et ça ne demande pas de carte et ça ne demande même pas d'être sûr de soi. Nous allons le voir. Donc si je suis sûr, eh bien il n'y a pas de problème, mais si je ne suis pas sûr, je peux tenter quand même. Donc là par exemple, sur la plume, il ne me reste plus que 2 cases de libre, donc je pourrais me dire, je vais tenter en fait de dire que la plume c'est cette molécule-là, ou cette molécule-là. Et à ce moment-là, je la choisis, je la sélectionne parmi les molécules disponibles, et je la place sur l'objet en question, sur le plateau des théories. Alors attention, en plus de ça, vous allez ensuite parier sur cette théorie un petit peu. Si vous êtes vraiment sûr de vous, vous allez pouvoir utiliser une de ces 2 tuiles qui vous rapportera 5 points de victoire en fin de partie si si votre théorie est juste. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez parier une étoile d'argent au lieu d'une étoile d'or, qui vous rapportera 3 points en fin de partie si votre théorie est juste. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, donc là par exemple, je suis pas sûr de moi, puisque là je parie sur une des molécules. Donc à ce moment-là, si je suis pas sûr de moi, je peux regarder les 2 options que j'ai, et qu'est-ce qu'il y a dont je ne suis pas sûr. Je suis sûr qu'il y a un plus vert, je suis sûr qu'il y a un moins bleu, mais par contre, je ne suis pas sûr pour le rouge. Et bien à ce moment-là, je peux sélectionner parmi les petites tuiles supplémentaires, celle-ci qui indique, je ne sais pas pour le rouge, je ne suis pas sûr pour le rouge. Je suis à peu près sûr de ma molécule, mais pas sûr pour le rouge, et donc à ce moment-là, je peux sélectionner celle-ci. Elle ne me rapportera pas de points supplémentaires de victoire en fin de partie, même si la théorie était juste. Mais en revanche, elle va me permettre de gagner immédiatement des petits points juste parce que je publie. À ce moment-là, je sélectionne de toute façon une molécule, même si je ne suis pas sûr, je suis obligé d'en sélectionner une des 2 qui correspond à peu près, et ensuite je place ici sur la case la plus haute le pari que je fais, mais je ne le montre à personne, donc personne ne sait quelle est mon assurance sur cette théorie. Alors, comme indiqué sur l'action, avant de faire ça, il faudra que je paye 1 à la banque, et ensuite, la conséquence, c'est que dès que je pose un jeton comme ça, eh bien, je gagne immédiatement un point de réputation, même si ma théorie est complètement foireuse. Donc, hop, j'avance immédiatement sur le pourtour du plateau de jeu de 1. Alors, si jamais vous aviez une théorie qui a déjà été faite par un autre joueur, car effectivement, ça va être le premier à donner sa théorie sur un élément en particulier, donc ça peut arriver, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez choisir en deuxième option de confirmer la théorie d'un autre joueur. À ce moment-là, ça va quand même vous coûter une pièce que vous allez payer à la banque, mais en plus de ça, vous allez devoir payer une pièce supplémentaire à chaque joueur qui a déjà publié sur cette théorie. Donc là, par exemple, si le deuxième joueur, le joueur vert, décide de confirmer cette théorie en plaçant ici un petit écusson, comme le joueur rouge a déjà, c'est lui qui a placé le jeton sur la plume de corbeau, eh bien, je vais devoir lui donner une pièce. Attention, il n'y a que 3 emplacements, donc si un troisième joueur vient confirmer lui aussi la même théorie, il paye une pièce déjà pour publier, et puis ensuite il paye une pièce supplémentaire à chaque autre joueur, donc là une pièce pour le rouge et une pièce pour le vert, ça coûte très cher. En plus de ça, cette option ne donne pas de points de réputation. Vous n'allez pas gagner de la réputation en confirmant les théories des autres. En revanche, les pions que vous allez placer, en fait, vous rapporteront des points de victoire supplémentaires en fin de partie si la théorie est bonne. Donc ça peut quand même vous permettre de marquer des points supplémentaires en fin de partie. Mais les écussons ne servent pas qu'à cela. Effectivement, au milieu du jeu, en début de partie, nous avons disposé des tuiles. Ces tuiles vont pouvoir être récupérées par les joueurs pour leur faire gagner ce qui est indiqué dessus, c'est-à-dire 2 pièces de la banque et 2 points de victoire supplémentaires, 2 points de réputation en fin de partie, sauf pour celle du milieu qui ne donne qu'1 point de réputation au joueur qui la récupérera.
attention, ce sera le premier des joueurs qui récupérera une tuile, qui la gardera jusqu'à la fin de la partie. On ne pourra plus lui voler. Donc c'est intéressant de tenter de les récupérer en premier. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir avoir posé un écusson sur 2 des objets qui sont indiqués dans le petit cartouche. Voilà pourquoi on va tenter en fait de ne pas trouver les objets, les réponses aux objets au hasard, mais que c'est mieux d'essayer de les trouver avec des objets qui sont les uns à côté des autres sur ce tableau. Effectivement, là par exemple, si le joueur jaune parvient à publier une autre théorie ici, et puis à placer un jeton de son choix à cet endroit-là, il aura réussi à placer un marqueur sur la plume, un marqueur sur la fleur, et bien immédiatement, il va récupérer cette tuile qu'il va pouvoir placer sur son petit plateau individuel qui est devant lui. Effectivement, il y a ici représenté les publications, donc ça dit bien 2 publications, deux publications sur les 2 ressources qui correspondent à la tuile me permettent de la récupérer. À ce moment-là, le joueur la place ici, il reçoit immédiatement 2 pièces de la banque, donc c'est sympathique aussi parce que ça donne de l'argent. Et ça vous donnera aussi 2 points de victoire, mais qui ne seront comptabilisés par contre qu'en fin de partie. On n'avance donc pas immédiatement sur le pourtour du plateau de jeu. Ensuite, on retourne sa tuile, et par contre, pour récupérer une autre tuile du même type, comme indiqué ici, il faudra cette fois-ci avoir posé 3 marqueurs sur des éléments correspondant à la tuile voulue. Donc là, par exemple, comme j'ai déjà récupéré ici en étant le joueur jaune, et bien maintenant, si je veux récupérer par exemple celui-ci, il faudra que j'ai un marqueur sur la fleur, sur la mandragore et sur la fougère. Donc si j'arrive à faire ceci et cela, alors que ce soit en premier ou que ce soit juste une confirmation, ça marche aussi en confirmation seulement, c'est pour ça qu'on peut confirmer en dépensant un peu d'argent pour être le premier à récupérer la tuile, à ce moment-là, je la prendrai, gagnerai encore 2 sous et la disposerai à nouveau sur mon plateau. Encore 3 pour la prochaine, mais en général, vous n'allez pas y arriver avant la fin de partie. Si vous arrivez à en récupérer 2 au cours du jeu, c'est déjà très très bien. Alors attention, pour la tuile centrale, il faudra obtenir les objets qui se trouvent aux 4 coins, comme ceci. Donc si on a réussi à se placer à 2 endroits, quel que soit l'endroit, on récupère cette tuile qui rapportera seulement 1 point de victoire, elle est un peu moins payée que les autres. Alors attention, à partir de la fin de la 2e manche, nous regarderons aussi le tableau ici final de manche qui vous indique que vous allez marquer 1 point de réputation supplémentaire pour le nombre de publications qui sont pour l'instant présentes sur le plateau. Donc à chaque fin de manche, on regarde qui a le plus de sauts. Donc là, par exemple, c'est le joueur jaune qui a placé 4 sauts, c'est donc lui qui est en tête, il gagne 1 point de réputation supplémentaire sur le pourtour du plateau de jeu. Alors attention, plus votre réputation va donc augmenter au fur et à mesure que vous allez réaliser des publications, et plus votre prestige va en prendre un coup si jamais vous vous trompez. Donc dès que vous allez passer au 14e point de réputation sur le pourtour du plateau de jeu, il va y avoir ces petites pénalités ou bonus qui vont s'appliquer. Premièrement, à chaque fois que vous vendrez une potion aux aventuriers, vous serez considéré comme ayant un sourire de plus sur vos cartes. Effectivement, en fait, sur les cartes aventuriers, lorsqu'on joue ces cartes réduction, si on est plusieurs à vouloir vendre une potion, eh bien, c'est le joueur qui a placé la plus grosse réduction et qui a le plus de petits sourires en haut à gauche, qui sera placé en premier. Eh bien, là, ça va vous rajouter un sourire supplémentaire. Donc, même en jouant 1-1, c'est comme si vous aviez 3 petits bonhommes. Mais attention, à partir de maintenant, vous avez une certaine réputation à tenir. À chaque fois que vous devrez perdre de la réputation par un moyen quelconque, eh bien, vous perdrez 1 point de réputation supplémentaire, et donc vous descendrez plus vite. Il faudra donc faire attention, par exemple, à vendre des bonnes potions aux aventuriers. Enfin, si vous passez la barre des 18 points de réputation, c'est déjà un petit peu de chaud, eh bien à chaque fois que vous vendrez une potion aux aventuriers, vous aurez aussi toujours ce personnage en plus. Attention, il ne s'ajoute pas avec le premier, donc ça vous donne un bonus en plus, mais par contre, vos potions
seront payés plus cher, car effectivement votre réputation commence à faire le tour du royaume, et les aventuriers vous paieront donc un de plus les potions que vous leur vendrez. En revanche, chaque perte de réputation vous fera perdre 2 points de réputation supplémentaires, donc il faudra encore plus faire attention à ce que vous faites. Alors attention, à la fin de la deuxième manche, nous avons vu un point de réputation supplémentaire pour celui qui a publié le plus. Ensuite, on prendra aussi, s'il y a 2 cubes ici, les joueurs récupéreront en fait une carte de privilège. Ceux qui sont placés là, paf, se mettront là. Et enfin, l'aventurier de la manche va changer. On va effectivement retirer l'aventurier précédent et le remettre dans la boîte, et retourner le prochain aventurier qui va demander des potions certainement différentes. Alors attention, lorsque va apparaître aussi ce personnage, eh bien hop, on va prendre aussi la tuile qui se trouve juste dessous. Effectivement, si vous avez un personnage avec une tuile dessous, eh bien tout de suite vous allez prendre cette tuile de conférence, et vous la placerez à cet endroit-là du plateau de jeu, et donc on résoudra cette conférence à la fin de la 3e manche, par exemple, avant de faire le petit cartouche qui se trouve ici. Alors à partir de la 3e manche, vous allez désormais pouvoir accéder à ces actions qui sont la réfutation des théories des autres joueurs. Oh, je ne vous crois pas, vous dites n'importe quoi sur cette molécule. Alors il faudra choisir cette option si vous êtes sûr qu'un joueur se trompe. Donc par exemple, il a choisi quelque chose et vous êtes sûr que ce n'est pas du tout cette molécule-là, parce que sur votre tableau, vous n'obtenez pas les mêmes résultats, mais ça peut être aussi parce que vous vouliez publier sur un autre, donc par exemple dire que le crapaud avait cette molécule-là, et puis qu'en fait, la molécule a déjà été placée ailleurs, et pourtant vous êtes sûr que c'est le crapaud qui a cette molécule-là, donc vous pouvez aussi tenter de dire que cette théorie est fausse. Alors, cette action de réfutation est entièrement gratuite, elle coûte juste les cubes que vous avez posés ici. Vous pouvez même réfuter 2 théories dans le même tour si vous le souhaitez. Alors, pour ce faire, vous allez choisir l'élément évidemment que vous voulez réfuter, et il faudra le réfuter sur un des atomes qui le composent. Donc là, par exemple, je pourrais me dire, suivant mes déductions, je suis sûr que le bleu, le signe bleu, il n'est pas en négatif, il est positif, donc ça peut pas être ça. À ce moment-là, je place donc le smartphone au milieu du jeu, je vais sélectionner réfuter une théorie, tout le monde peut regarder ce qui se passe sur le smartphone, car effectivement, il n'y a pas besoin de carte pour réfuter une théorie. Je choisis juste l'élément en question, donc ici c'est une fleur, donc j'appuie sur la fleur, et ensuite la couleur sur laquelle je vais tenter de réfuter. Donc là j'ai dit le bleu, c'est pas un moins. Je clique sur le bleu, et ensuite il me reste à appuyer sur confirmer, et elle va indiquer à tous les joueurs, puisque tout le monde regarde le smartphone, quel est le signe du bleu. Et bien là, c'est un plus bleu, donc j'ai bien réussi à réfuter correctement cette théorie. Alors, quand c'est réussi, eh bien déjà, je peux retirer le jeton et le remettre dans la réserve. On pourra à nouveau le placer sur un autre élément sur lequel on est sûr que ça correspond. Et ensuite, eh bien, je vais déjà marquer 2 points de prestige. Effectivement, c'est sympa d'avoir prouvé que les théories des autres étaient nulles, donc boum, j'avance de 2 sur le pourtour du plateau de jeu. Enfin, on va retourner toutes les écussons qui avaient été placés sur cet endroit-là. Donc là, par exemple, il n'y en a qu'un seul, mais s'il y en avait plusieurs, on les aurait tous retournés. Alors, si jamais les joueurs avaient choisi un écusson avec une étoile en or ou en argent, vont perdre 5 points de réputation. Aïe, 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 ça fait très très mal. Donc il faudra mieux ne pas s'être trompé. Heureusement, si par contre, ils avaient placé en fait un sceau qui présente la couleur sur laquelle il y a eu un problème, donc là par exemple, je n'étais pas sûr sur le bleu, et en fait ce joueur-là a prouvé que le bleu n'était pas bon, et bien là, je ne perdrai pas de réputation. Voilà donc l'intérêt de placer ces sceaux-là qui ne vous rapporteront pas des points de victoire en fin de partie s'ils sont bien placés, mais par contre qui vous permettent de ne pas perdre les 5 points de prestige si jamais on réfute votre théorie. En revanche, si vous aviez placé un jeton avec un point d'interrogation correspondant à une autre couleur que celle qui a été vérifiée, eh bien malheureusement, vous allez quand même vous prendre vos 5 points de réputation en moins dans la tête.
Alors évidemment, tous les joueurs qui avaient placé des sceaux ici vont éventuellement perdre de la réputation, sauf s'ils se sont protégés en choisissant le bon, et ensuite ces sceaux vont être remis dans la boîte. Attention, ils ne sont pas rendus aux joueurs, ils sont perdus définitivement. À partir de ce moment, donc, l'élément devient à nouveau disponible, et n'importe qui va à nouveau pouvoir faire une nouvelle théorie, plus tard en choisissant l'action correspondante, et en choisissant autre chose duquel il est sûr. En revanche, si le signe qui apparaît lorsque j'ai tenté la réfutation est valable, eh bien malheureusement j'ai raté, et à ce moment-là, c'est moi qui vais perdre un point de réputation, peut-être éventuellement majoré en fonction de l'endroit où je me trouve sur le plateau de réputation. Alors évidemment, n'oubliez pas que publier, c'est après la réfutation, donc en fait, vous pouvez programmer des fois de réfuter une théorie pour ensuite la republier la même en utilisant un autre jeton. Vous pouvez même republier la même en utilisant le même jeton, mais bon, là, c'est vraiment chercher des noises et perdre beaucoup de points. Alors attention, à la fin de la troisième manche, nous allons passer à la conférence. Effectivement, il faudra vérifier que chaque joueur ait au moins publié une théorie sur le plateau des théories. Et si c'est le cas, tous marquent un point de prestige et avancent sur le pourtour du plateau de jeu du prestige. En revanche, si un ou plusieurs joueurs n'ont pas publié ou se sont fait réfuter leur théorie et qu'ils n'ont plus aucun petit écusson sur le plateau des théories, eh bien malheureusement, ils vont perdre un point de réputation. Alors, comme on voit ce marqueur avant le début de la troisième manche, eh bien, il faudra avoir prévu que pendant la troisième manche, se dépêcher de publier au moins une théorie qui ne soit pas réfutée par d'autres joueurs. Enfin, le symbole indiqué en bas indique qu'on va enlever les anciens artefacts pour les remplacer par des nouveaux. Effectivement, s'il reste encore des cartes ici, eh bien elles seront défaussées et remises dans la boîte, et puis les nouveaux artefacts avec le 2 inscrit au dos vont être placés sur ces cases, ils vont être disponibles à partir de la quatrième manche. Et attention, une fois la conférence entièrement résolue, elle sera défaussée, et puis voilà, on continuera les autres manches sans conférence. Alors, la partie se poursuit comme ceci, en enchaînant les manches, en faisant arriver de nouveaux personnages, et puis lorsqu'on arrivera à ce personnage qui est devant une tuile, eh bien hop, cette nouvelle tuile de conférence sera mise sur le plateau de jeu. Cette nouvelle tuile sera alors placée ici, et attention, elle va vous obliger, avant la fin de la manche, à avoir au moins 2 marqueurs de publication sur le plateau des publications. Tous ceux qui auront réussi à le faire marqueront un point de victoire supplémentaire, un point de prestige. En revanche, si vous n'en avez qu'une de publiée, malheureusement, vous perdrez un point de réputation, peut-être majoré par l'endroit où vous vous trouvez sur le plateau de jeu. Et enfin, si jamais vous n'en avez aucune encore de placée sur le plateau de jeu, malheureusement, vous aurez moins 2 points de réputation. À la fin de cette manche-là, on enlèvera tous les artefacts du niveau 2 pour les remplacer par les derniers artefacts de niveau 3. La partie se poursuivra donc avec l'arrivée du dernier aventurier. Et avant d'effectuer cette 6e et dernière manche, vous allez prendre le petit plateau de la grande exposition, le placer sur la face correspondant au nombre de joueurs, et vous allez recouvrir les 2 cases, tester sur un étudiant et tester sur soi-même. Attention, lors de cette dernière manche, il sera donc impossible d'effectuer ces derniers tests. Enfin, sur votre application, vous allez sélectionner manche finale. Effectivement, ça va être un petit peu différent lors de cette manche. Alors, lors de la résolution de cette grande exposition, pareil que d'habitude, on commence par la première ligne, le joueur bleu va choisir d'exposer une des potions, et on peut exposer n'importe quelle potion de couleur. Par contre, les potions neutres ne sont pas exposables, parce que c'est un peu du pipi de chat, donc c'est pas super de réussir à le faire, donc il va falloir choisir une des potions disponibles. Donc là, notre joueur pourrait dire, moi je vais réussir à vous faire une potion moins. À ce moment-là, il se place sur la première case qui est au-dessus, et puis il va devoir utiliser en revanche des ingrédients, il faudra donc avoir les ingrédients correspondants pour démontrer sa belle potion. Le joueur sélectionne donc la nouvelle option qui est proposée ici, exposer une potion. Ensuite, ça va demander quelle potion il va réaliser. Donc là, il a choisi de réaliser la moins bleue. Il clique dessus, et puis de la même façon, hop, il va scanner
les cartes qu'il a posées sur son présentoir. Il n'est pas obligé de les montrer aux autres joueurs. Voilà, on va laisser ça se faire. Toujours un peu de mal, faut pas trop bouger. Voilà. Ensuite, il lui suffit de confirmer, et tant qu'il peut montrer à tout le monde, oh là là, magnifique, j'ai réussi à vous faire une super potion, moi, bleu. Alors, lorsque je réussis ma démonstration, si je suis le premier joueur à me placer, je me place tout en haut, et donc si je réussis, je vais immédiatement gagner un point de réputation. Si jamais par contre je n'y arrive pas, eh bien malheureusement je serai obligé de déplacer mon cube ici, puisque j'ai raté, et quand je rate, malheureusement je perds un point de réputation, éventuellement majoré par des malus. Alors attention, si par contre j'ai réussi, eh bien le prochain joueur par exemple aura le droit de présenter la même potion s'il le souhaite, mais s'il réussit à la faire, malheureusement il ne gagnera pas le point de réputation. Effectivement, ce sera uniquement le premier joueur à présenter une potion qui marquera ce point. Ensuite, on a tout intérêt à présenter plusieurs potions, car si jamais vous arrivez à proposer 2 potions de la même couleur, donc là par exemple si le joueur bleu parvient à faire l'autre potion, c'est-à-dire la positive bleue, eh bien il ne marquera là pas de points parce qu'il n'est pas le premier à la présenter, mais par contre, comme il a réussi à faire une de chaque dans la couleur, il va marquer, comme indiqué ici, 2 points de réputation supplémentaires. Vous comprenez donc qu'au maximum, en fonction évidemment de l'ordre du tour, si vous avez la chance d'être le premier à proposer une potion, être le premier à proposer l'autre potion identique, vous allez marquer 1 point de réputation, 2 points de réputation, plus 2 points de réputation, 4 points de réputation. Donc ça peut être intéressant. Mais n'oubliez pas que vous aurez besoin des cartes ingrédients. Il faudra donc vous préparer pour cette exposition et récupérer les ingrédients correspondants lors de la 6e manche, voire avant. Une fois cette grande exposition terminée, eh bien on peut passer au dernier décompte, c'est-à-dire le joueur qui a le plus de marqueurs sur le plateau marque 1 point de victoire supplémentaire. Alors je n'ai pas dit que pendant toute la durée de la partie, si jamais il y a une égalité en tête, tous les joueurs marquent ce point de victoire additionnel. Ensuite, on pioche des cartes faveurs si vous avez 2 cubes minimum que vous n'avez pas utilisés pendant la partie. Et puis voilà, ce sera terminé, on va pouvoir passer au décompte final. Alors, pour le décompte final, eh bien déjà, on a son marqueur qui a avancé pendant tout le jeu en faisant des théories et puis en rompant les théories des autres joueurs. On pourra alors y ajouter les points de victoire obtenus par les différents artefacts que l'on a achetés au fur et à mesure du jeu. On va aussi pouvoir retourner les petites tuiles qu'on a récupérées et s'ajouter les points de victoire qui sont indiqués dessus. S'il vous reste des cartes de faveur, eh bien vous allez pouvoir les reposer et vous faire payer 2 pièces d'or par carte de faveur qui vous reste encore en jeu. Vous pourrez alors évidemment y ajouter les pièces d'or qui vous restent éventuellement derrière votre paravent, et ensuite vous allez pouvoir acheter un point de victoire pour 3 pièces d'or. Donc là par exemple il m'en reste 5, et bien je peux m'acheter un point supplémentaire en payant 3, je garde les 2 autres en cas d'égalité. Enfin, pour terminer, nous placerons le smartphone ou l'ordinateur en plein milieu du jeu et nous allons pouvoir cliquer sur « Dévoiler les réponses ». Êtes-vous sûr de vouloir terminer cette partie? Oui. Et là, on va me donner les réponses avec chaque molécule associée à quelle carte. Il nous reste alors à les vérifier sur le plateau des théories. On va donc retourner en fait pour chaque endroit les écussons qui ont été joués par les joueurs, et on va éventuellement gagner des points de victoire supplémentaires. Si effectivement la molécule est correcte et que vous avez placé des écussons avec des étoiles, c'est maintenant que vous allez marquer les points de victoire qui sont associés. Si par contre vous avez joué des jetons avec un point d'interrogation, malheureusement vous ne gagnez pas de points de victoire additionnels. En revanche, si la molécule est erronée, alors ça arrive rarement, normalement ça arrive assez rarement, puisque normalement vous avez réfuté au fur et à mesure du jeu en découvrant des indices. Mais si jamais ça arrive en fin de partie, et que vous avez joué une étoile dessus, eh bien malheureusement vous allez prendre moins 4 points de réputation sur le pourtour du plateau de jeu.
En revanche, si vous avez placé quelque chose qui vous protège effectivement contre la seule erreur en termes d'atomes sur la molécule en question, eh bien c'est bon, vous ne reculerez pas sur le plateau de jeu. En revanche, par contre, si vous avez choisi une couleur, imaginons que là par exemple ce soit bien un moins rouge qui corresponde, mais par contre que c'est sur le bleu qu'il y avait une erreur et que j'ai parié sur du rouge, eh bien malheureusement je me prends aussi les -4. Évidemment, après tous ces calculs, c'est le joueur qui est le plus avancé sur le pourtour du plateau de jeu qui l'emporte. En cas d'égalité, on va regarder les pièces restantes qui n'ont pas permis d'acheter des points supplémentaires par groupe de 3, et celui qui en a le plus l'emportera et gagne l'égalité. Alors, parlons un tout petit peu de déduction. Vous allez découvrir la plupart des déductions en jouant, hein. C'est mieux de les découvrir en jouant d'ailleurs, mais bon. Et donc là, par exemple, si je fais encore une expérience et que j'obtiens un moins rouge en mélangeant ma plume sur laquelle j'avais déjà appris ceci et ceci, eh bien ça y est, je vais tout connaître en fait sur la plume. Effectivement, sur la rangée, j'ai les 3 atomes qui correspondent. Donc là, comme c'est le moins rouge, eh bien je sais que maintenant ma plume c'est ceci. Donc ici, par exemple, je peux mettre un cercle pour indiquer que c'est bien ça, et puis je peux cocher cette case-là. À partir de maintenant, alors évidemment sur le champignon, j'ai aussi enlevé tous les plus rouges, tac tac tac, et comme je sais maintenant que cette molécule est associée à la plume, eh bien je peux rayer évidemment toute la ligne comme ça. Aucune autre molécule ne peut être associée, évidemment, puisque c'est la plume qui l'a. Pouf, pouf, pouf. Donc là, j'apprends beaucoup de choses. En plus de ça, pour chaque mélange que j'ai fait, je vais pouvoir faire mes déductions maintenant. Donc là, par exemple, je sais qu'en mélangeant la plume et le scorpion, j'ai obtenu un moins bleu. Mais comme je connais l'intégralité de la molécule de la plume, je dois pouvoir normalement réussir à trouver à quoi correspond le scorpion. Comme la molécule de la plume a un gros moins bleu, eh bien je sais que le scorpion c'est forcément un petit moins bleu. Donc cette fois-ci, je peux encocher en fait tous les gros moins bleus, les enlever. Donc paf, c'était celui-ci. Il me reste donc plus que 2 options. Il ne me reste plus qu'à regarder laquelle de ces 2 molécules permet d'obtenir ce résultat moins bleu, ben là c'est forcément celle-ci, donc pouf, paf, ça me fait à nouveau des déductions, du coup je peux à nouveau cocher toute la ligne, et puis voilà, ça fait des réactions en chaîne qui vont peut-être petit à petit vous permettre de tout découvrir. De la même façon, sur votre feuille, toutes les molécules qui vont obtenir des potions neutres sont dessinées les unes à côté des autres. Donc les 2 premières molécules font une potion neutre, ces 2-là font une potion neutre, ces 2-là font une potion neutre, ces 2-là font une potion neutre. Donc si vous obtenez un résultat de potion neutre pendant la partie, pour le moment ça ne va rien vous apprendre. Mais si jamais vous découvrez un des 2, donc là par exemple je sais que c'est cette molécule-là pour la plume, eh bien forcément, associé à cette molécule pour obtenir du neutre, c'est forcément le symbole qui est en dessous, puisqu'ils sont couplés comme ceci. Donc là, ça veut dire que ma plume eh bien, a été mélangée avec la fougère, et que la fougère est donc forcément cette molécule-là. Pof, pareil, je peux à nouveau cocher toutes les cases restantes dans un sens et dans l'autre. Et puis voilà, petit à petit, vous allez en savoir de plus en plus sur les molécules. Bien entendu, vous pouvez aussi vous appuyer sur les travaux des autres joueurs. Si un joueur vous dit que là, c'est forcément cette molécule qui correspond à ça, eh bien vous pouvez peut-être le croire et puis tenter de faire des mélanges avec cet élément pour vérifier si l'autre joueur a juste. Ou bien confirmer ses théories, mais si vous pensez, si vous avez de bons arguments pour penser qu'il a raison. Enfin, ne négligez pas les artefacts qui font quand même pas mal de choses intéressantes en cours de jeu, avec des capacités spéciales vous permettant d'obtenir des informations, des expériences des autres joueurs, comme le périscope qu'on a vu tout à l'heure, ou bien les ingrédients de niveau 3 qui vous permettent de marquer des points de victoire supplémentaires. Là, par exemple, l'hôtel d'or, payé de 1 à 8 pièces d'or. Chaque pièce d'or ainsi dépensée vous rapporte 1 point de réputation. Donc vous voyez, vous pouvez parfois acheter des points de réputation, ou bien en obtenir. Là, par exemple, le miroir magique, à la fin de la partie, cet artefact vaut 1 point de victoire pour chaque tranche de 5 points de réputation obtenus à la fin de la manche finale. Donc ça peut vous donner des orientations pour marquer des points supplémentaires, et chaque point est important.
Enfin, ne négligez pas non plus les cartes spéciales de faveur qui vont aussi vous donner des points, enfin des choses supplémentaires en cours de partie, et puis avec, voilà, par exemple, à jouer lorsque vous vendez une potion, si vous réussissez à mixer une potion parfaite, gagnez un point de réputation, sinon la potion fabriquée est considérée comme étant d'un niveau supérieur à ce qu'elle est vraiment. Donc voilà, ça donne vraiment des bonus très importants en termes de jeu qui vous permettent de grappiller des points sur vos adversaires. Alors après quelques parties en mode apprenti, vous pouvez en faire quand même un certain nombre, car déjà le niveau est quand même relativement relevé, et bien vous pouvez décider de jouer en mode maître en utilisant l'autre face du plateau. En début de partie, vous ne recevrez que 2 ingrédients au lieu de 3 ingrédients. Déjà, ça commence à être un peu plus difficile. Ensuite, on utilisera l'autre phase des tuiles de conférence. La première vous obligera à avoir joué au moins 2 théories pour marquer un point de victoire, et sinon vous en perdrez si vous n'en avez diffusé qu'une seule, ou que vous n'en avez aucune sur le plateau, parce que les autres méchants vous les ont peut-être retirés. Et à l'avant-dernière manche, alors là, il faudra en avoir publié 3 pour marquer un point, et si vous en avez moins, vous perdrez beaucoup de points de réputation. Enfin, au lancement de l'application, il faudra évidemment utiliser le côté mode maître. Et à ce moment-là, paf, ça va devenir encore plus difficile. Les icônes sont les mêmes, sauf que pour réfuter une théorie, ça va devenir plus complexe. Alors, pour réfuter en mode maître, vous n'aurez pas besoin de scanner des cartes. Effectivement, vous pouvez réfuter. Alors, pour réfuter, il va falloir vous prouver qu'en mélangeant 2 ingrédients, enfin 2 molécules qui sont déjà présentes sur le plateau, eh bien, il y a un problème. Donc là, par exemple, vous pouvez dire, ben moi, la plume, je pense que c'est pas ça, et je vais vous le prouver en mélangeant de la plume avec le champignon. Normalement, si ce sont bien les 2 bonnes molécules qui ont été choisies ici, on devrait obtenir du plus bleu, car c'est le bleu qui est en gros ici et en petit là, avec le même signe dessus. À ce moment-là, vous allez prendre l'application, vous allez choisir l'opération réfuter une théorie, et on va regarder qu'est-ce qui va se passer en mélangeant une plume avec du champignon. Et moi, chers collègues, je vous annonce que, contrairement à ce qui avait été prévu, on va obtenir du plus vert. Attention, je confirme, paf, effectivement, en mélangeant ces deux-là, on obtient du plus vert. Il y a donc effectivement un problème. Alors, parfois, ça vous permettra de réfuter un seul des deux, ou bien des fois les 2 à la fois. Donc là, par exemple, c'est les 2 à la fois. Bam, tous ceux qui ont posé des trucs dessus vont perdre des points de réputation, et vous allez marquer 2 points de réputation, même si vous en enlevez comme ceci 2 dans le même tour. Après, il y a plusieurs autres moyens de réfuter, en fait, et d'invalider des théories, ou bien d'en mettre en conflit. Donc là, je vous renvoie à la règle du jeu. De toute façon, ce n'est pas sur les premières parties que vous allez jouer avec ce mode, qui est quand même très très complexe, car ça devient très difficile de contrer les théories des autres joueurs. Donc, moins de théories contrées, plus d'erreurs, c'est beaucoup plus difficile. Donc je vous conseille de faire quand même pas mal de parties en mode simple déjà. Alors attention, si vous jouez à 3 joueurs, vous utiliserez l'autre partie du plateau, il y a donc 3 lignes de présenter, et si vous jouez à 2 joueurs, vous n'utiliserez pas la ligne où il y a un 3 de marqué, donc vous n'aurez que 2 lignes à utiliser. Attention aussi pour la vente des potions aux aventuriers. Si vous jouez à 3 joueurs, il y a donc 3 lignes, mais malheureusement, vous ne pourrez vendre que 2 potions. Donc en fait, le premier joueur, celui qui aura réussi à se placer en premier par rapport aux réductions qu'il a fait, pourra choisir en fait quelle potion il va faire. Donc par exemple, si je décide de faire le bleu, eh bien à ce moment-là, je mettrai mon petit cube en dessous, comme ceci, en suivant les petites cordes qui sont dessinées sous le personnage. Et ça va bloquer cette case-là, ce qui voudra dire que le joueur suivant ne pourra ni vendre de bleu, ni vendre de vert. Il va être obligé de vendre du rouge, s'il désire vendre, car effectivement, il peut toujours renoncer à son action et placer ce petit cube sur l'emplacement spécifique du plateau de jeu. Donc s'il veut jouer, il sera obligé de jouer rouge. Par contre, si je choisis de faire la potion rouge en premier, eh bien là, il aura le choix entre faire la bleue ou faire la verte en deuxième. Attention, si vous jouez uniquement à 2 joueurs, et donc sur ces emplacements-là, alors je vous rappelle qu'on a ces 2 cubes, c'est pas un seul, c'était juste pour l'exemple, que j'en ai mis qu'un seul,
Donc à ce moment-là, ben, ce sera uniquement le premier joueur, en fonction des offres qu'il a fait, qui pourra vendre, car effectivement, à 2 joueurs, on ne peut vendre qu'une seule potion par manche. Enfin, parlons de ce petit plateau individuel qui va servir si jamais vous n'avez pas de smartphone, pas d'ordinateur et donc rien pour gérer le jeu. À ce moment-là, vous allez devoir choisir un joueur qui ne jouera pas. Effectivement, son seul but, ce sera de remplacer l'application. Celui-ci va pouvoir attribuer au hasard et cacher bien sûr des autres joueurs tous les éléments à des molécules en particulier. Alors, hop, bon, là je les place rapidement, je les mets à l'envers, c'est pas bien grave. Et puis ce sera à lui de remplacer l'application et de dire aux joueurs ce qui va se passer lorsqu'ils feront leur mélange. Les joueurs pourront lui passer en fait les 2 cartes correspondantes à ce qu'ils veulent faire. Donc par exemple, hop, tiens, je mélange ça et ça. À ce moment-là, il n'aura qu'à regarder en fait sur le plateau de jeu au croisement des 2 choses qui lui ont été données. Donc tac tac tac, et ici ça sera du moins rouge. Il donnera donc cette information secrètement aussi aux joueurs en question. Alors autant vous dire que c'est quand même nettement moins pratique que de jouer avec l'application, mais bon, il y a toujours la possibilité quand même d'y jouer si vous ne l'avez pas ou si vous n'avez pas d'ordinateur à proximité. Ceci peut aussi vous servir à vous-même hein, pour réfléchir plus facilement aussi sur les déductions que vous faites en cours de jeu. Vous pouvez laisser ce plateau non loin, et comme ça les joueurs peuvent immédiatement voir qu'est-ce qui se passe quand on mélange deux molécules en particulier, et ça vous donne tout de suite le résultat. Voilà donc pour les règles de base de Alchimiste. Vous le voyez qu'ils sont quand même relativement complexes. Alors ça reste un jeu de déduction dont il faut réussir à trouver des choses, mais bien entendu, vous aurez compris que grâce aux petites tuiles, vous aurez plutôt intérêt à choisir dans vos cartes pour faire vos expérimentations des éléments qui se trouvent plutôt du même côté de ce cercle constitué. Car effectivement, si par exemple je découvre ça, eh bien ça sera plus intéressant de découvrir les autres qui me permettront de gagner les tuiles qui sont sur les côtés, l'idéal étant de se placer sur un côté comme ceci entre 2 tuiles, et puis par exemple de découvrir un autre élément comme ceci pour gagner la tuile qui se trouve là, et puis ensuite comme ça il ne restera plus qu'à mettre deux théories supplémentaires à droite par exemple pour pouvoir récupérer éventuellement l'autre tuile en premier, car effectivement même si ce sont des erreurs, ces tuiles là ne seront pas rendues. Vous aurez aussi compris que les déductions sont primordiales, qu'il ne faut pas se tromper sur sa feuille, car effectivement, si jamais vous cochez mal, ou que vous placez des jetons au mauvais endroit, ou que vous les faites tomber en cours de partie, ça peut être la catastrophe. Donc faites bien attention à ce que vous notez, et utilisez les marques que vous voulez, hein. Chacun écrit sur sa feuille comme il le souhaite, il peut aussi noter éventuellement les théories des autres joueurs pour tenter de faire plus de déductions que les autres. Alors bien entendu, ça reste quand même assez soumis au hasard, hein, puisque vous allez mélanger, et puis que l'application va vous attribuer les choses au hasard, donc si vous n'avez pas de chance, vous pouvez par exemple dès le début tomber sur des potions neutres, et les potions neutres ne vont pas vous apprendre grand-chose tant que vous ne connaîtrez pas au moins un élément parfaitement. Donc voilà, vous pouvez tenter aussi au bluff de placer des théories un petit peu au hasard, mais c'est quand même très très risqué, car vous risquez de le payer cher au niveau des points de victoire en fin de partie. Donc voilà, un jeu de déduction très complexe, à utiliser vraiment avec des joueurs qui sont motivés, mais vraiment très très sympathique, et puis en plus avec un thème très très bien rendu. Et puis des graphismes magnifiques, et puis une règle de jeu aussi très très drôle, hein, vous pouvez la lire rien que pour le plaisir, car chaque action est décrite avec des petits côtés humoristiques. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une autre vidéo règle. Au revoir.